beaucoup d'être avec nous pour ce match de quart de finale opposant Rugir et Dauphine Éloquence. Merci beaucoup à Dauphine d'accueillir ce match et évidemment à Rugir de se déplacer. Donc le sujet sera « Ce gouvernement interdirait la vente d'armes aux pays en guerre ». Je vais simplement faire un rappel des règles pour qu'on soit tous bien au clair sur les erreurs éliminatoires, surtout en quart. Donc pour les quarts, vous n'avez pas le droit d'avoir un chronomètre sur vous. Les seules mesures de temps que vous aurez, c'est mes signaux. Et ça, mais du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le conseille vraiment pas, c'est très déconcentrant. Donc, à 1 minute, je vais taper sur la table, comme ça. Ça veut dire que le temps des questions est ouvert. Ensuite, à 4 minutes, je vais faire exactement la même chose. Ça veut dire que le temps des questions est fermé. Si vous n'avez pas posé une question entre 1 minute et 4 minutes, l'équipe qui n'a pas posé de question, c'est une faute éliminatoire. Et vous êtes évidemment obligé de prendre une question. À 5 minutes, je dirais « Veuillez conclure », ce qui veut dire qu'il vous reste 15 secondes. Et à 5 minutes 15, je dirais « Veuillez vous rasseoir ». Si vous vous rasseyez à 5 minutes 15, c'est OK. Vous n'êtes pas éliminé. Par contre, si à 5 minutes 15, vous continuez de parler, là, vous serez éliminé, évidemment, et vous qualifierez directement l'autre équipe en demi-finale. Sauf si l'autre équipe décide de, évidemment, faire une autre faute éliminatoire, ce que je ne recommande pas non plus. Donc voilà. Faites attention surtout au temps, surtout quand on n'a pas de chronomètre. Fiez-vous vraiment aux signaux que je vais envoyer. Posez tes questions comme il faut et surtout, bon match. Alors, sur le sujet, ce gouvernement interdirait la vente d'armes aux pays en guerre. Au gouvernement Dauphine, j'appelle la Première ministre, Madame Doha. Ils sont 1000. 1000 âmes broyées sur les places du Caire, étouffées sous les chenilles de blindés estampillés République française. Ils sont 10 000. Emmurés, torturés, effacés des registres d'une humanité que notre diplomatie a trahie. Ils sont 60 000. Otages d'une guerre civile sans nom, mais dont les balles sont made in France. Et derrière eux, l'indélébile trace du chiffre 7,4 milliards d'euros. 7 milliards, non pour la paix, mais pour la répression, non pour l'espoir, mais pour le silence. 7 milliards d'euros versés par l'Égypte entre 2014 et 2021. Et combien de morts pour solde de tout compte? Combien de corps faut-il encore empiler pour que le profit rougisse enfin de honte? La France a trop longtemps détourné les yeux. Aujourd'hui, nous les ouvrons. Et ce que nous voyons, nous ne pouvons plus l'ignorer. C'est pour cela qu'à compter du 1er janvier 2026, nous cesserons de vendre des armes aux pays en guerre. Ce n'est ni un repli, ni une posture, c'est une frontière morale. Nous ne renonçons pas à la puissance. Nous renonçons à la compromission, à la complicité de crimes de guerre. Oui, nous continuerons à produire, mais moins qu'avant. Pour nous défendre, pour défendre les peuples en paix et qui désirent le rester. Mais nous ne serons plus les complices muets des bourreaux. Nous ne serons plus l'arrière-boutique silencieuse de la guerre que nous feignons de condamner. Nous ne serons plus cette main qui vend les armes pendant que l'autre mime l'indignation. Trop souvent, nos principes ont été sacrifiés sur l'autel du contrat. Car vendre une arme, ce n'est pas un simple échange marchand. C'est le transfert d'une puissance de mort, d'un outil pensé pour blesser, pour tuer. C'est sceller une complicité. Ce que nous appelons pays en guerre, ce sont ces territoires où la diplomatie s'est tue, où la force ne discute plus mais commande. Elle est organisée, répétée et exercée massivement à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de ces pays. À l'inverse, un pays en paix est un pays sans violence, un pays qui a fait le choix de faire couler l'encre plutôt que le sang. Dès lors, la compétence de la Direction générale de l'armement s'élargit. Elle sélectionnera nos partenaires commerciaux avec une rigueur nouvelle. Seuls les pays stables, démocratiques, non engagés dans un conflit actif ou imminent pourront accéder à notre technologie militaire. Les contrats en cours seront honorés, mais aucun nouveau contrat ne sera signé avec un pays qui prend part à une guerre, qu'il soit agresseur ou agressé. Mais pour comprendre la portée de cette loi, il faut entendre les voix qui l'incarnent. D'abord, celle du ministre des Armées et des Affaires internationales, Hoyos Gómez. Elle nous rappellera qu'on ne construit pas la paix avec des armes vendues à la guerre.
Souvenons-nous de la population yéménite qui a vu ses hôpitaux en cendres, ses enfants dans les décombres, nos bombes dans les gravats. Nous les avons pleurés, appelant à la paix, tout en fournissant les armes qui les ont décimés. Je prendrai votre question. Qui décide de la bonne morale à appliquer? La bonne morale à appliquer, c'est pas une question de morale, c'est une question de principe. La morale, nous la dictons ici, enfin nous la proposons, vous la votez, et ensuite la direction générale de l'armement se chargera de l'appliquer. La paix n'est pas une valeur que l'on déclame, c'est une valeur que l'on prouve. Et ce texte, loin d'être une utopie, est un retour à la légalité, celle du traité sur le commerce des armes que nous avons signé pour mieux l'oublier. Donc la morale que vous parlez, c'est une morale qui est aussi édictée à l'ordre international. Il est aussi une stratégie, la dissuasion, doit redevenir promesse de paix, non permis de tuer. On continuera d'armer les pays en paix pour éviter qu'on ne leur déclare la guerre par la suite. Et s'ils viennent à entrer en guerre à leur tour, nous cesserons les ventes, les partenariats, la maintenance du matériel. La vente ne s'arrête pas au simple transfert du bien. À l'avenir, si vous voulez les armes françaises, ne soyez pas en guerre. C'est une position diplomatique nouvelle, car en refusant de choisir un camp armé, la France se place en arbitre et devient audible partout où la paix se négocie. Et puis viendra le tour et le propos du ministre de l'économie et de l'industrie Billard. La France ne peut plus faire de l'armement un pilier de croissance. Notre réforme ne touche pas seulement à notre politique étrangère, elle touche à notre modèle économique même. Tant que nous ferons du commerce de guerre une fierté nationale, notre discours sur la paix ne sera qu'une hypocrisie diplomatique. Notre image s'effrite, nos principes se dissolvent. Il faut donc changer de cap. Produire des armes, oui, mais uniquement dans une logique de dissuasion, de défense collective, de sécurité partagée. Il faut réorienter notre génie industriel vers les défis de demain, l'énergie verte, la cybersécurité, la santé, l'espace. Ce que nous avons su forger pour détruire, sachant le reconvertir pour protéger. Car à quoi sert la science si ce n'est à réparer? Le 14 février 2003, la France a dit non à la guerre. Le 9 avril 2025, elle dit non à l'argent sale de la guerre. Aujourd'hui, dans ce temple de la République, nous sommes des gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à cesser de vendre la guerre et commencer à écrire à la paix. Merci beaucoup. J'appelle maintenant pour lui répondre Madame la chef de l'opposition, Delphine. Madame la Première ministre, je ne laisse même pas 2 mois à votre gouvernement. Et sachez que les 49.3 ne vous sauveront pas de la motion de censure. Vous nous parlez d'interdire la vente d'armes aux pays en guerre. Mais alors, dans ce cas bien précis, c'est comme interdire les bouées aux naufragés, les casques aux pompiers et les vaccins aux pays frappés par les épidémies. Madame la Première ministre, vous ne stopperez pas une guerre en désarmant les plus faibles. La motion de ce jour confond 2 choses. La guerre, d'une part, et l'agression, de l'autre part. Il serait temps de vous mettre face à vos contradictions et souligner votre manque de réflexion en matière de cohérence juridique, diplomatique, stratégique et politique. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer juridiquement et de façon moins obscure ce que vous considérez comme un pays en guerre? Est-ce une guerre civile, une insurrection armée, une intervention de l'ONU, un conflit interne? Vous partirez donc du principe que tous les pays en guerre se valent? L'agresseur comme l'agressé doivent être traités donc de la même manière? Ensuite aussi, dans le juridique et l'international, comment justifiez-vous une politique pareille alors que la Charte des Nations Unies garantit à tout État le droit de se défendre contre une agression armée? De plus, votre projet ne mettrait pas la France en contradiction avec le traité sur le commerce des armes, prévoyant non pas une interdiction totale, mais une régulation stricte. De surcroît, ne nuirez-vous pas à l'efficacité de nos alliances militaires et de notre position au sein de l'OTAN en renonçant à soutenir militairement nos alliés stratégiques? Enfin, si vous daignez les considérer, parce que ça ne semble pas être votre priorité aujourd'hui. Et que sera-t-il
de notre crédibilité diplomatique auprès des instances internationales. Alors dites-nous aussi, en 1940, quand la France était envahie, quand l'Union européenne sombrait dans la folie nazie, dans la nuit nazie, auriez-vous refusé les armes américaines au nom d'un principe de non-ingérence? Auriez-vous préféré que Roosevelt vous envoie des discours plutôt que des tanks? Madame la Première ministre. Pourriez-vous fournir un exemple où la vente d'armes a permis de stabiliser un pays en guerre? Tout à fait. Il y a divers exemples en question. Et d'ailleurs, je m'interpelle, je m'étonne que quelqu'un de votre statut demande un exemple là-dessus. Eh bien, tout simplement, on peut prendre l'exemple de, allez, le plus trivial, je dirais, Palestine et la Belgique, tout simplement. Et à ce titre, chers collègues, ne faisons-nous tous pas partie du même monde? Qu'en est-il du pouvoir de résister, du droit de s'opposer? Encore une fois, que penseront nos alliés? Mon collègue le député vous expliquera et vous répondra sur cette question particulièrement cruciale et épineuse. Et par la suite, nous connaissons la situation financière délicate dans laquelle la France se trouve. Nos déficits budgétaires publics considérables qui est le nôtre. Et par cette motion, le risque de perte de compétitivité dans le marché mondial des armes et donc, in fine, la suppression des recettes fiscales provenant de l'exportation d'armements, sujet que ma collègue, la seconde députée, maîtrise également sur le bout des doigts. Chers collègues, les principes ne sont rien s'ils ne sont pas confrontés au réel. Nous devons prendre action et cesser cette hypocrisie. Aujourd'hui, dans ce monde globalisé, nous ne pouvons pas ne pas prendre part au conflit. L'histoire nous a enseigné que parfois, les armes données par les nations peuvent faire la différence entre la vie et la mort d'un pays. C'est ici, non pas dans l'absolu du rêve, mais dans l'effort du concret que nous devons mettre nos forces. Et que les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent comme vous, à votre manière. Donc, chers collègues, encore une fois, ne faisons-nous tous pas partie du même monde? Est-ce vraiment au-delà de notre responsabilité de prendre part, de prendre action et de protéger ces pays et de faire une différence claire et nette entre les pays agressés et les pays agresseurs? Merci beaucoup. Pour lui répondre, Monsieur le ministre des Armées et des Affaires internationales, Gabriel. Puisque l'opposition déclare la guerre à notre projet de paix, il nous faut tenir la ligne. En rappelant qu'aujourd'hui, vendre des armes françaises à des pays en guerre, c'est livrer des canons César à l'Arabie Saoudite, qui s'en servira pour massacrer la population yéménite. C'est envoyer des blindés Bastion aux brigades d'intervention rapide camerounaises, qui s'en serviront contre leur population. C'est aussi remettre des avions Rafale et des blindés Sherpa à l'Égypte, qui s'en servira au choix contre la Libye ou pour sa propre guerre civile. Il est temps d'assumer que ces ventes d'armes rendent la France responsable de massacres civils à travers les 4 coins du globe. Et c'est pour remédier à cette situation, pour les victimes civiles, que nous entendons aujourd'hui faire passer cette mesure. En effet, nous avions d'abord choisi de les soutenir, ces civils, en 2014, quand nous avons ratifié le traité sur le commerce des armes, qui stipule effectivement que les nations ont le droit de se défendre, pas que la France a le devoir de leur envoyer des armées, et qui précise dans son article 3 qu'aucun pays parti qui ratifie le traité ne peut vendre d'armes à un autre pays
si celui-ci pourrait s'en servir à des fins qui contreviennent à la Convention de Genève, attaquant des populations civiles, commettant des crimes contre l'humanité. Ce qui est le cas, ce traité, nous l'avons ratifié et nous l'avons ensuite sauvagement bafoué. Il est temps de changer cela. Alors non, nous ne vendrons plus d'armes aux pays en guerre. Car aucun intérêt, et l'opposition ne vous le fera pas croire aujourd'hui, n'est supérieur à celui des victimes civiles, et certainement pas des intérêts économiques. En 2021, quand l'Azerbaïdjan agresse l'Arménie à ses frontières, la France prend une position de principe, mais pour être honnête, elle prend une posture, celle de dire « c'est absolument terrible, nous condamnons cette attaque, nous condamnons les violences ». Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons livré des armes à l'Arménie, certes, mais à l'Azerbaïdjan également. C'est-à-dire que nous avons prolongé le conflit des deux côtés. Alors effectivement, nous ne faisons pas la différence entre l'agresseur et l'agressé, puisqu'apparemment on finance tout le monde. Donc, ce conflit que nous prolongeons, il est dans notre intérêt économique, certes, mais je ne place pas des vies au-dessus de l'argent. C'est tout simple. Plus d'argent pour avoir plus d'armes, plus de temps, plus d'armes, plus d'argent, mais ça suffit, en fait. Alors non, nous ne vendrons plus d'armes aux pays en guerre. Sachant qu'en plus, en 2021, la même année, au début de l'agression, l'Union européenne a signé un traité pour importer 2 fois plus de gaz venant de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que nous avons pu développer notre industrie pour vendre des armes, récupérer de l'argent que nous avons réinvesti dans des ressources économiques. Mais c'est quelle forme d'absurdité, c'est quelle forme de monstruosité? Non, nous ne vendrons plus des armes aux pays en guerre. Ce qui ne veut évidemment pas dire que nous en vendrons à profusion à des pays en paix. Aujourd'hui, si une entreprise comme Thales décide de vendre du matériel à un pays acheteur, elle doit d'abord passer par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui va mener une analyse géostratégique pour vérifier, ça c'est le cas aujourd'hui, si ce pays n'a pas des intérêts qui contreviennent à ceux de la France, et si nous pouvons donc leur livrer ces armes sans que ça nous pose de problème à court, moyen et long terme. Si c'est le cas, la vente est validée. Nous rajoutons simplement un critère qui est que dans son analyse, la DGA doit prendre en considération le fait que ce pays soit pacifique, en paix, et qu'il le reste à court, moyen et long terme. Je prendrai votre question, dégainez-la. Quel signal envoyez-vous aux pays qui achètent français depuis 30 ans? Mais il y a des pays qui peuvent acheter français et qui n'achètent pas des armes. Ce n'est pas parce qu'on ne donne pas des armes dans un conflit qu'on ne peut pas y prendre part. Il y a d'autres manières d'agir. Il y a l'humanitaire, il y a les embargos économiques, il y a la diplomatie. Tout ça, vous semblez le négliger. Au fond, vous êtes des excités de la gâchette. Désolé de vous le dire. Donc, je récapitule les 2 points qui sont particulièrement clairs. Nous vendrons des armes aux pays en paix uniquement si ceux-ci ne contreviennent pas aux intérêts français et si la DGA estime qu'ils resteront pacifiques au cours du temps, et nous ne vendrons plus d'armes aux pays en guerre. Cette position, diplomatiquement, elle est parfaitement cohérente et elle détruit une incohérence que nous avions, qui est d'avoir une position de dire « nous sommes contre la violence » et par ailleurs de fournir les armes qui permettent qu'elles soient créées. Aujourd'hui, la France est la 2e exportatrice mondiale d'armes. Nous avons donc un poids considérable dans la balance. Et notre voix permet de dire aujourd'hui, à travers cette mesure, que nous allons changer la donne. Les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Si tu veux la paix, nous pouvons fournir des armes à titre défensif, à titre dissuasif, et si un pays est en guerre, peu importe son camp, ce sera sans la France. Nous précisons d'ailleurs que la DGA sera bien responsable de vérifier qu'il n'y aura pas de pays pacifiques qui entreront en guerre. Si jamais ça devait arriver, il n'y a pas de problème non plus. Veuillez conclure. Car à ce moment-là, nous les priverons de tout le soutien qui est nécessaire pour avoir ces armes. Alors camarades, ensemble, tenons la ligne. Faisons la guerre à la guerre pour que les seuls traits qui pleuvent soient ceux de nos esprits. Merci beaucoup pour lui répondre le député à la Commission des Affaires sociales, Romain. « 22 juin 1940. L'armistice est signé par le maréchal Pétain, scellant ainsi la fin de la France libre. La résistance est éradiquée, à l'instar de l'arrestation de son chef de file, le général de Gaulle, arrêté alors qu'il se battait vaillamment contre des Waffen-SS avec des armes redoutables made in France, à défaut de recevoir d'autres armements américains, de redoutables pistolets à eau. Depuis, la France est une terre occupée. Fort heureusement, mon précédent énoncé n'est qu'anachronique.
En revanche, la motion gouvernementale, elle, est bien plus qu'une chronique. Elle se veut insultante envers nos ancêtres, ceux-là même qui ont péri pour que nous connaissions la justice. Sans leur témérité, nous ne serions rien. Nous devons tout à leur patriotisme. Cependant, je me dois de reconnaître en mon propos un certain chauvinisme pour notre très chère patrie. En effet, il serait malhonnête de nier le fait que nous sommes parvenus à cette victoire conjointement à nos alliés. Nos armes n'étaient que rarement des productions locales. On parle de 90% de l'aviation et de 75% du matériel terrestre en provenance des États-Unis d'Amérique lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lorsqu'on est faible que l'on se rend compte qu'on a besoin d'aide. C'est lorsqu'on se croit fort que l'on comprend qu'on a besoin d'aide. Je me demande si vous ne les avez pas oubliés, ces gens-là. Avez-vous oublié nos garçons sacrifiés sur les plages de Dunkerque? Avez-vous oublié les jeunes Françaises entassées sur les rives de la Somme? Avez-vous oublié les cadavres jonchant les plaines de Verdun? Si vous vous rappelez vraiment de ces héros, vous seriez fraternellement favorable à un soutien à égalité envers ceux qui se battent encore aujourd'hui pour ces mêmes valeurs, celles de la liberté. Par votre motion, non seulement vous démontrez les avoir oubliés, mais vous démontrez également tout votre mépris pour les actuels défenseurs du pacifisme. Tous ces gens qui se battent, corps et âme, face à des dictatures, des terroristes, des mouvements totalitaristes. Ils nécessitent de l'assistance, notre assistance. Votre politique vise à les délaisser. Je vous en prie. À partir de quand cesse-t-on d'être un exportateur pour devenir un complice? Je vous remercie pour votre question. Je pense que on ne se rend pas complice quand on exporte. Je pense que les complices sont ceux qui tirent. En tant qu'exportateurs, nous soutenons ceux qui désirent se défendre. Et chaque pays a le droit à la défense, à l'autoconservation. La France est un pays de valeurs. Il est de notre devoir de soutenir les combats portés par la morale qui est la nôtre. Ensuite, alors que ces ministres proposent de cesser une collaboration avec nos alliés, croyez-vous que les forces tyranniques en feront de même avec nos opposants? Ou alors les soutiendront-elles en vue de faire pencher la balance en faveur de la terreur? Chers ministres, regardez vos mains. Profitez-en. Elles sont propres, n'est-ce pas? C'est sûrement les derniers instants où vous les verrez de la sorte. Bientôt, elles seront tachées du sang de tous ces innocents. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce gouvernement va servir la guerre en prétendant chercher la paix. Il espère s'y dépourvoir de responsabilité par son refus de prendre part au conflit. Mais la neutralité n'existe pas. C'est là que vous vous rendez complice. Votre oisiveté vous rendrait complice. Nous rendrez complices, ce que nous refusons catégoriquement. Vous n'entacherez pas notre drapeau par votre culpabilité. Vous ne troquerez pas nos valeurs républicaines pour quelques grammes de votre bonne conscience. Vous vous prétendez pacifiste, mais la seule récompense qui devrait vous être décernée, c'est sans doute la Légion d'horreur. De plus, en tant qu'ancienne puissance coloniale, nous devons admettre d'avoir causé de graves perturbations au sein de l'ordre de certains pays. Le fait est que l'industrie d'armement de ces nombreux pays n'est pas encore optimale. Ils ne peuvent se débrouiller en autarcie. Nous devons faire le choix, vous devez faire le choix. Soit nous devons envoyer des armes, soit nous devons être prêts à assumer les responsabilités dans quelques années. La responsabilité d'envoyer des Français. Alors que préférez-vous? Commercer des armes ou commercer vos enfants? Nous n'en pouvons plus de voir les jeunesses mourir. Nous n'en pouvons plus de notre impuissance face au départ de nos frères et sœurs sans retour. Si vous avez la mémoire courte, veuillez conclure. Rappelez-vous du 22 juin 1940. Si vous avez la mémoire courte, regardez vos mains et demandez-vous si vous ne préférez pas participer à une guerre légitime ou à une paix inhumaine. Veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup. Pour lui répondre, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Industrie, Achille.
Les canons retentissent. La guerre gronde dans les plaines de ce débat, et nous ne lâchons rien. Face aux balles d'une mauvaise foi parfois indécise, nous avons chargé les baïonnettes, hissé les clairons de la morale, et nous nous sommes dressés face au commerce de la mort. À la tribune, mon collègue a livré la bataille du front, celle de l'interdiction de la vente d'armes. Mais moi, vous l'aurez remarqué, je suis resté en arrière, dans l'atelier, là où naissent les canons, là où l'on trempe le métal, là où l'on forge l'économie de la même manière que l'on forge une guerre. Car si une guerre se mène sur tous les fronts, c'est bien sur le front économique qu'elle puise sa vigueur. Alors oui, notre position est claire, la France ne vendra plus d'armes aux pays en guerre. Mais notre choix ne se résume pas à une décision commerciale. Il s'inscrit dans un projet plus vaste, un projet de cohérence, conjuguant dignité nationale et responsabilité internationale. Ce projet, ce n'est pas seulement le récit de la paix, c'est le récit de la France, de son image, de son panache, de sa vocation. La France ne peut être audible sur la paix si elle vit de la guerre. Alors dans un monde ravagé par les conflits, où les armes circulent plus vite que les idées, nous faisons un choix clair, ne plus vendre la guerre à ceux qui la font. Et à ce choix nous oblige profondément, car chaque cargaison d'armes envoyée à un pays en guerre fait de nous un vendeur coupable, mais aussi un producteur complice. Alors, interrogeons ce que nous produisons. Car la guerre ne s'exporte pas si elle ne se fabrique pas. Et je veux le dire avec force ici, le problème ce n'est pas seulement la vente d'armes, le vrai problème c'est la production d'armes lorsque motivée par l'intérêt économique. Nous avons trop longtemps accepté que cette production soit un levier de notre croissance. Nous avons laissé fleurir des conflits pour préserver nos industries. C'est cette hypocrisie que nous venons aujourd'hui également désarmer avec ce projet, et je vais prendre votre question. Que faites-vous des paix discriminatoires? Il existe des paix discriminatoires comme des guerres discriminatoires, mais nous, c'est pas là-dessus que nous venons agir, c'est sur l'armement. Alors, j'entends, et je prévoyais le coup, déjà les boulets de canon de l'opposition arriver. Que fait-on de cette industrie? Bien, personne ne sera abandonné sur le champ de bataille, car ici, il ne s'agit pas d'abandonner, mais de repenser. Nous ne chercherons plus à compenser nos déficits commerciaux par des missiles, des drones, des obus, des morts. Alors, évidemment, notre industrie de défense, nous la garderons, mais elle sera redéfinie, repensée. Transition écologique, transport, santé, les vraies guerres de ce pays ne manquent pas. Puis nous continuerons à produire pour nous défendre, pour dissuader, pour protéger ceux qui veulent la paix, pour équiper des pays stables qui partagent notre vision de la sécurité collective. Mais non, nous ne nourrirons plus les gargantua de la guerre. Nous ne détournerons plus non plus les embargos au nom du marché comme nous l'avons fait, comme ce fut le cas avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comme ce fut le cas avec la Libye en 2011, comme ça fut le cas avec le Yémen en 2015 et comme ce fut le cas avec Myanmar il y a 2 ans. En contournant ces embargos internationaux au nom de notre économie nationale, c'est notre drapeau que nous avons sali. Le bleu du drapeau français doit être celui d'un océan de paix et non d'une mer de larmes. Le blanc du drapeau français doit être celui de la paix, pas celui des chèques que nous signons avec les oppresseurs. Le rouge du drapeau français doit être enfin celui de notre révolution, pas celui du sang pourpre des victimes que nous finançons. Car en produisant des armes en Meurthe et Moselle, nous avons oublié ce qu'est une vie qui s'effondre. Nous avons oublié le cri d'une mère en Birmanie, le regard d'un père à Gaza, la peur d'un enfant au Soudan. Alors ne craignons pas de tourner la page, car nous savons ce que nous pouvons écrire. Un modèle industriel repensé, des emplois réorientés, des filières revitalisées, une économie qui protège sans tuer, qui progresse sans tomber. Notre position est simple. Chers députés, si l'économie c'est le nerf de la guerre, alors c'est tout autant le muscle de la paix. Nous avons les talents, nous avons les savoir-faire, nous avons l'excellence. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le courage moral, celui de dire la guerre ne peut être un marché d'avenir. Produire, ce n'est pas neutre. Ce que l'on produit façonne ce que l'on vend, et ce que l'on vend façonne ce que l'on veut. Alors mon collègue ministre vous l'a fait comprendre, la vente alimente la guerre, oui, mais moi je vous le dis, la production alimente la vente. C'est là que tout commence. Alors il nous faut une vision nouvelle, un nouveau souhait pour notre économie. Et je me permettrai pour finir de rappeler cette loi pourtant universelle de Shakespeare qui disait « Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. » Eh bien nous réussirons parce que nous commencerons par évoquer le rêve. Le rêve français, c'est la confiance dans la paix qui sera plus forte que les marchés, plus forte que l'argent, plus forte que l'économie. Le rêve français, c'est de faire de l'industrie un moteur de fierté et non plus de honte. Une éolienne plutôt qu'une FAMAS, un train plutôt qu'un char d'assaut.
une France de la souveraineté, où notre économie ne dépend plus de la guerre, mais du savoir-faire. Veuillez conclure. Eh bien, la transformation, c'est maintenant. Chers députés, le front est là-bas, mais la victoire, elle commence ici. Ce ne sont pas les bombes qui font la guerre, c'est l'idée qu'elles sont rentables. À cette idée, nous avons déclaré la guerre. Merci beaucoup. Pour lui répondre, Madame la députée des commissions des affaires économiques, Inès. Quelle indignité! Quelle indignité de croire qu'interdire toute vente d'armes à tout pays en guerre serait une preuve de vertu, de paix ou de grandeur. Ce gouvernement, dans sa posture moralisatrice, semble oublier que le monde n'est pas un tableau de bonnes intentions, mais un échiquier de rapports de force. Interdire toute vente d'armes sous discernement, ce n'est pas œuvrer la paix. C'est se retirer du jeu, c'est laisser les autres décider à notre place. Interdire la vente d'armes aux pays en guerre, c'est condamner l'une des dernières grandes industries souveraines de notre continent. L'industrie d'armement française, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des milliers de PME, des géants comme Thales, Nexter, Dassault, Safran, et plus de 200 000 emplois directs et indirects. Dois-je vous rappeler que c'est fragiliser l'ensemble de l'écosystème financier? Et à ceux qui brandissent la morale, rappelons ceci. 32% du chiffre d'affaires de cette industrie dépend de l'exportation. Et dans ce secteur, le client ne revient pas deux fois. S'il part ailleurs. Croyez-vous sincèrement que la Chine et la Russie ou les États-Unis cesseront de vendre? Alors là, non, pas du tout. Ils prendront des parts de marché et nous perdrons notre influence, nos emplois et notre capacité à financer notre propre société. L'arme n'est pas seulement une marchandise, c'est un instrument diplomatique. Quand un pays achète une Rafale, il n'achète pas seulement un avion. Il signe un alignement stratégique, une coopération militaire, un pacte politique. J'ai entendu l'Égypte tout à l'heure, mais la France, vous le saviez, a elle-même rétabli des liens stratégiques avec l'Égypte. Je vous en prie. Madame la députée, j'ai également une question de dignité. Quel équilibre économique, quelle courbe de chômage justifie qu'on arme ceux qui déséquilibrent le monde? Monsieur, comprenez-vous vous-même votre question? Parce que moi, personnellement, je vois un flou, plutôt juridique, plutôt même socio-économique. Alors oui, quand un pays achète des armes françaises, il renforce notre coopération avec Paris plutôt qu'avec Washington ou Moscou. Ces ventes permettent aussi un contrôle, un dialogue et une redevabilité. Si vous croyez que ce lien, vous devez le couper, eh ben nous perdrons de l'influence. D'ailleurs, même le traité sur le commerce des armes, le TCA, ratifié par la France en 2014, ne prône pas l'interdiction totale. Il parle de régulation, d'évaluation des risques. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur, je ne prendrai pas votre question. Ce que vous proposez ici, ce n'est pas une application du TCA. C'est un excès de zèle idéologique qui va à l'encontre même de l'équilibre prévu dans ce traité. Enfin, j'ai entendu tout à l'heure aussi l'Ukraine et Gaza. Aujourd'hui, ces pays sont en guerre. Et alors, nous n'allons pas les aider? Nous n'allons pas leur donner notre main forte? Lui refuser la vente d'armes, c'est confondre l'agresseur et l'agressé. C'est une démission morale plus qu'un choix éthique. Alors non, l'opposition ne défend pas la guerre. Elle défend la lucidité. Interdire toute vente d'armes à tout pays en guerre, c'est refuser d'exercer un pouvoir d'influence. C'est fragiliser
notre économie. C'est renoncer à notre souveraineté même. Ce gouvernement veut désarmer. Mais l'opposition, elle, veut s'armer de puissance et de responsabilité. Mesdames et messieurs, je terminerai par saluer notre courage, par dire que nous sommes un fruit de responsabilité et de puissance. La France même, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Pour conclure ce débat du côté du gouvernement, j'appelle le rapporteur général, Kylian. Nous sommes en guerre, mais nous n'avons rien demandé. Au contraire, notre projet de loi visant à interdire la vente d'armes aux pays en guerre avait pour objectif, et a toujours pour objectif, de prôner une paix durable. C'est ce que les ministres avant moi vous ont démontré. La France doit assumer ses valeurs et prendre position. Mais les voilà, rugissant comme des lions. Ils ne s'opposent que par esprit de rébellion, car les victimes causées par nos armes vendues aux pays en guerre se comptent en millions. Et cela, même les plus ignares ne peuvent pas l'ignorer, alors que faire? Débattre. C'est notre manière de se battre. Et le constat, c'est que ce soir, durant chaque bataille, l'opposition n'était pas de taille. En tant que bon général, laissez-moi donc vous faire le rapport. La première bataille perdue par l'opposition est sur le plan juridique et technique. Tout cela commence lorsqu'ils disent à ma première ministre qu'on n'a pas défini ce qu'était un pays en guerre. Or, elle l'a dit, il suffisait d'écouter. C'est très simple. Ensuite, on parle de la Charte des Nations Unies. On nous évoque que celle-ci autorise à se défendre avec des armes. Justement, se défendre, ce n'est pas vendre des armes aux autres. Deux termes distincts, il faut distinguer les principes. C'est du vocabulaire, c'est très simple. Ensuite, désarmer les plus faibles, soutenir nos alliés. Mais dites-moi, lorsque notre ministre des Affaires étrangères vous évoque le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, où nous finançons les deux camps, les deux parties, qui est notre allié? Les deux à la fois? Paradoxal, dites-moi. Et puis ensuite, la bataille perdue, elle est sur le plan de la cohérence. Vous nous parlez de crédibilité diplomatique. Mais justement, prenons par exemple le conflit Ukraine-Russie. Lorsque l'on vend des armes à l'Ukraine, sommes-nous crédibles après pour aller dire à la Russie « arrêtez de faire la guerre » Non, alors que quand on est neutre et qu'on ne vend à personne, on a beaucoup plus de poids, de force diplomatique. Dès lors, on est des arbitres. Et l'arbitre décide des règles. Et puis, lorsque vous dites que les alliés à l'époque, les États-Unis nous ont aidés en 1940. Mais justement, ils étaient nos alliés. Et à l'heure actuelle, nous, si jamais c'est vraiment quelqu'un qui est notre allié, c'est un peu comme si mon petit frère, on lui vole son goûter. Je me sens concerné, donc j'agis directement. Je ne lui vends pas des armes, non. Je viens avec lui pour aller récupérer le goûter. C'est pas la même chose, c'est de la défense, de la légitime défense. Et dans ce cas-là, oui, on est impliqué. Tout comme si on attaquait la France demain, la France se défendrait. Seulement, par contre, lorsqu'on peut l'éviter, on ne réglera aucun conflit avec des armes. Une pause s'impose, je vois qu'encore une fois, quelqu'un s'oppose. Dites-moi. Monsieur le secrétaire général, selon vous, concrètement, comment compensez-vous les milliers d'emplois français perdus par la suppression de la vente d'armes? Merci pour cette question. Vous m'emmenez sur le plan de la bataille économique que vous avez perdue. Parce que justement, notre ministre, M. Billard, l'a évoqué, la manière dont l'industrie française va savoir se reconstruire. Parce qu'en fait, vous dites qu'on vit dans le même monde. C'est vrai. Par contre, le monde de demain, nous ne voulons pas le même, vous et moi. Vous voulez un monde où la souveraineté française est basée sur l'économie de la guerre. Mais comment prôner la paix alors qu'on repose notre économie sur la guerre? C'est paradoxal, c'est contradictoire. Nous voulons un monde où nous sommes fiers de vivre, qui est conforme à nos valeurs. Nous refusons de vendre des armes, nous refusons de vendre notre âme. Alors dès lors, qu'est-ce que nous faisons? Nous proposons d'utiliser nos talents, notre industrie française, ses qualités, pour aller sur des domaines beaucoup plus intéressants. La soutenabilité, c'est-à-dire la cybersécurité, l'environnement, des choses, la technologie verte, plein de choses qui seraient bénéfiques pour notre monde. Et puis, dans cette même optique, en fait, vous nous parlez beaucoup de chiffres, alors que nous, on parle de vie.
Et donc, on ne comprend pas. L'élément que vous avez évoqué, effectivement, c'est la concurrence. Qu'est-ce qu'on va faire si la Chine, les États-Unis récupèrent des parts de marché? Mais sommes-nous des suiveurs? Descartes disait « je pense, donc je suis ». L'opposition dit « je ne pense pas, donc je suis ». Étonnant, étonnant, étonnant. Non, on ne peut pas tolérer ça. Rugir, c'est bien, agir, c'est mieux. Et donc, je vous emmènerai ensuite sur le plan de la bataille stratégique. Et oui, vous dites qu'on abandonne les peuples opprimés, mais on n'éteint pas le feu par le feu. Pourquoi jeter de l'huile pour éteindre alors qu'on pourrait justement utiliser des mots, la portée diplomatique, la négociation, et donc avec la neutralité armée, comme je vous l'ai dit, on pourra le faire très bien. Et puis, vous avez évoqué la morale. Mais dites-moi, l'armée, les armes qu'on donne au Yémen, qui sont utilisées pour tuer des civils, ça c'est bien, c'est vraiment défendre la justice, la paix comme vous le dites? Non. Alors ayez la vision, pensez au soft power français, comment nous pourrions être des précurseurs, que nous pourrions prévenir que guérir. Vous avez volontairement oublié le fait qu'on vend toujours au pays en paix. Et donc si un pays veut commercer avec nous, il doit rester en paix. Nous voulons la paix. Et puis, petite question, la Belgique, la Palestine, lorsque vous avez dit que dans leur contexte de guerre, la vente d'armes a permis de les stabiliser, j'aimerais que votre dernier orateur nous explique comment, parce que j'étais pas au courant, j'ai pas la source. Et puis ensuite, pour finir, les champs de bataille laissent place, heureusement, au champ des signes. Fini le monde d'hier. Aujourd'hui, c'est celui de demain qu'il faut dessiner. Veuillez conclure. Alors, plutôt que de vendre, nous vous offrons un traité de paix. Alors n'attendez plus et signez. Merci beaucoup. Et pour conclure ce débat du côté de l'opposition, et pour conclure ce débat tout court, monsieur le secrétaire général Bilal. Qui veut la paix prépare la guerre, disait l'adage. Un très vieil adage, je vous le reconnais. Mais un adage plus que jamais réel. Visiblement, le gouvernement prend des décisions à l'aveugle. On dirait un capitaine de bateau, mais qui ne sait pas où il va. Il prend des décisions, il nous dit qu'il faut la paix, le pacifisme, mais en réalité, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde, c'est le conflit. Le monde, ce sont des extrémistes. Le monde, c'est les talibans. Le monde, c'est la Chine. Le monde, c'est la Russie. Voilà ce que c'est que le monde. Un monde que visiblement vous avez oublié. La France gentille, la France mignonne, la France qui vient et qui, gentiment, avec sa diplomatie, va venir résoudre tous les problèmes du monde. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette France, elle oublie souvent que sa diplomatie repose sur l'arme la plus meurtrière qui puisse exister, la plus grande de toutes les armes, la dernière arme, l'arme nucléaire. J'ai entendu dire le secrétaire général du gouvernement parler de général, en se présentant comme un bon général. Moi, je vais vous dire qui était un bon général. Le général de Gaulle. Voilà un homme qui avait une vision pour la France. Voilà un homme qui savait déjà où mettre l'armée, au centre. Pourquoi ? Non pas pour agresser, mais parce que la France est un idéal. La France porte des valeurs hautes. La démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité. Que de belles valeurs. Des valeurs qu'ils veulent mettre au centre, notre beau gouvernement. Mais des valeurs qu'ils ne pourront jamais défendre via le pacifisme. Des valeurs qu'ils ne pourront jamais défendre en étant aveugles face au monde qui menace. J'ai entendu dire deux choses, deux paradoxes. Le premier, j'entends dire, un pays pacifique peut acheter des armes grâce à des protocoles de DGA, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas grâce à des protocoles qui ne garantissent en aucun cas l'avenir. On nous dit, un pays, s'il est en paix, il peut acheter des armes. Ok ? Mais qui nous garantit l'avenir ? Qui nous garantit que ce pays ne pourra pas être une menace ensuite? J'aimerais quand même rappeler que, pendant longtemps, Kadhafi était un ami. On sait comment est-ce qu'il a fini.
Je prendrai votre question. Combien de morts faudra-t-il pour que votre opposition cesse de placer la croissance économique en souverain bien, en principe numéro 1? La croissance économique, ce n'est pas ce que nous mettons au centre. C'est le peuple français que nous mettons au centre. C'est ses intérêts que nous mettons au centre. J'ai entendu dire que la vraie guerre se menait dans ce pays. On a évoqué tout un tas de problèmes. Mais cette guerre, visiblement, se mène avec 15 milliards en moins dans les caisses de l'État. 15 milliards en moins pour les Français. Continuons. Je pense que, oui, la Première ministre n'a pas su faire différentes choses. La diplomatie se forge sur la capacité. On nous parle de diplomatie, mais la diplomatie, en réalité, se forge sur la capacité à un pays d'influencer un autre. Oui, on peut hocher de la tête, mais moi j'aimerais bien vous voir au bureau ovale, devant le président des États-Unis, à lui dire « Monsieur le Président, l'OTAN ?» Non, finalement, nous, on est pacifique. Mais on veut quand même bien continuer à profiter de votre bouclier nucléaire. On veut quand même bien continuer à bénéficier de tous les avantages de nos accords avec vous. Si vous ne vous prenez pas, si on ne se prend pas, nous, Français, 40% de taxes en plus, je sais pas, les Américains, quoi. Je pense qu'on a tous compris un petit peu le délire. On frappe et ensuite on parle. Enfin, bref. Ensuite, on nous a parlé de l'Ukraine, très rapidement. Le peuple ukrainien, on lui vend des armes, mais ensuite comment pouvoir assurer notre légitimité auprès de la Russie. Mais nous avons pris un camp, celui de la paix. L'Ukraine veut la paix, la Russie veut la guerre. Nous avons défendu, non pas la Russie, mais nous avons défendu le peuple ukrainien. Ces enfants qui meurent, ces enfants qui se font bombarder par des bombes russes. À un moment, si on ne prend pas une position ferme, comment est-ce qu'on peut encore se prétendre le pays des droits de l'homme? Si on n'est pas capable d'arriver sur la scène internationale, lors d'un conflit, et dire « ce pays est agresseur, ce pays est agressé », comment encore peut-on dire « nous sommes le pays des droits de l'homme » ? Beaucoup de problèmes, peu de solutions de la part du gouvernement. Et enfin, et là c'est juste pour rebondir un petit peu sur la question de la diplomatie, j'aimerais bien encore voir une fois de plus, la première ministre, première est important au féminin, aller négocier avec les talibans. Soit crise sociale, crise économique, crise politique, crise géopolitique, voilà le projet du gouvernement. Merci beaucoup aux deux équipes pour ce choc. Donc je vais faire les retours toute seule et puis Zoé et Tristan qui étaient en visio vous feront des retours sur le côté, enfin après. Je vais être assez rapide. Ce qu'on a remarqué de très positif sur ce choc, c'est vraiment le moment des questions. On a trouvé vos deux équipes qui étaient particulièrement pertinentes sur les questions que vous releviez, sur comment vous les formuliez, c'était assez efficace. Et surtout, ça permettait de mettre en valeur certains enjeux du sujet. Beaucoup d'orateurs, vous avez vraiment réussi à vous adapter sans pour autant dire « Ah, mais c'est machin qui va répondre » ou « Ah, je répondrai après ». Vous avez vraiment réussi à l'incorporer dans mon texte. Et donc, ça, c'était vraiment bien, même sur l'éloquence en tant que telle, en termes de forme, pour vos deux équipes, c'était vraiment un bon niveau. Après, le fond, bon. Le fond, il y a des problèmes. Des deux côtés, en fait, c'est déjà, on a eu quand même vraiment une multitude d'exemples abordés. En vrai, vous n'avez que 24 heures, vous n'avez pas le temps de creuser tous les exemples, et c'est normal, on ne vous demande pas des spécialistes de tous les conflits, surtout que vous avez pris quand même des conflits à chaque fois assez spécifiques. Dans ce cas-là, vraiment sélectionnez certains, les plus importants, et n'essayez pas de nous donner, de nous citer le plus de pays possible, parce que c'est objectivement pas un bingo. Donc voilà, faites attention aux exemples que vous choisissez, et surtout, quand vous traitez un sujet comme ça, il y a, c'est clair, tous les éléments juridiques, économiques, culturels parfois. Donc faites attention dans les cohérences que vous allez avoir au sein même de vos équipes, mais surtout écoutez bien vos deux équipes. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de moments dans le choc où, objectivement, vous étiez assez d'accord, ou même des moments où en fait vous ne vous écoutiez pas du tout parce que vous prêtiez des propos à l'autre équipe qui n'ont jamais été des propos ou des postures tenues à l'équipe d'en face. Donc voilà.
On a décidé donc déjà dans un premier temps, en termes de points pour le meilleur orateur, on a décidé de l'attribuer à Kylian. En termes d'efficacité et surtout, t'as pas du tout de notes, c'est toujours très impressionnant. De l'autre côté, c'était pareil, même sur les notes, etc. C'était un très beau duel entre vos deux derniers orateurs. Mais la manière de pointer vraiment du doigt, bien sûr, il y a la forme dans le meilleur orateur, mais être aussi un élément à la fin du débat aussi important où on pointe vraiment du doigt tout ce qui a été dit, on revient, on martèle, c'était vraiment bien fait, donc bravo pour ce point. Et pour la victoire de l'équipe, on a décidé de l'attribuer à l'équipe qui pour nous a été la plus équilibrée en termes de fond et de forme, donc l'équipe qui a été aussi la plus organisée dans ses arguments, l'équipe qui a su pointer du doigt ce qu'il fallait. Et donc on a décidé de l'attribuer à l'équipe de Dauphine Éloquence. Donc voilà, merci beaucoup aux deux équipes. Je reste disponible si vous avez besoin de retour. En tout cas, merci beaucoup, bravo pour votre parcours. Et on se retrouve en demi.